Bonjour à tous, merci d'être présents ici pour cette table ronde qui va vous proposer d'aborder les opportunités d'investissement en Afrique, que ce soit dans le privé comme dans le public, d'identifier les clés de réussite dans ces secteurs. Je m'appelle Jean Brun, je suis le président d'une chaîne de télévision qui s'appelle Africa 24, qui est une chaîne d'information en continu et qui est diffusée sur le continent africain et en France. Pour parler de tout ça, nous avons convié Eric Diamantis, Olivier Gène et Anthony Samé. Je vais vous demander à tous les trois quelle est votre principale activité et comment vous percevez les investissements que vous avez conduits en Afrique. On va commencer par Eric Diamantis. Merci. Donc moi je suis avocat, je travaille sur le continent africain depuis à peu près 25 ans. Et j'ai travaillé sur des projets assez divers, que ce soit des ressources naturelles évidemment, mais aussi des projets portuaires, aussi des rachats de banques, aussi du pétrole, aussi du solaire, de l'éolien. Et donc avec un spectre d'activité assez large, tant au conseil qu'au contentieux. Et donc j'ai pu voir évidemment ce qui marchait et puis ce qui marchait moins bien. On va en parler, je pense que je passe la parole pour la présentation, on va parler de ça après. Donc moi je suis Olivier Gène, je pilote actuellement les activités d'une fintech qui est présente en Côte d'Ivoire, à Haïti, au Maroc, au Congo-Kinshasa et au Mali. Nous intervenons sur un élément, un créneau qui est très identifié, c'est le paiement. Actuellement en Afrique, il y a énormément de transferts d'argent et nous opérons sur cette partie où l'argent reste sur un porte-monnaie et peut être pleinement exploité pour payer, mais également pour épargner, pour emprunter des sommes pour le quotidien. Alors, je suis Anthony Samé. J'ai un peu une double casquette. D'abord, celle de chef d'entreprise, la société ST Digital. On sort d'un gros investissement puisqu'on vient d'investir dans un data center tier 3 sur le Cameroun et toute une activité de cloud services en Afrique francophone. Et puis mon autre casquette, c'est que je suis dans une association qui s'appelle Cameroun Angels Network. Donc on a constitué le premier réseau de business angels, c'est-à-dire d'investisseurs à titre individuel sur le Cameroun, plutôt orienté start-up, pour avoir aussi un investissement par des locaux pour des start-up locales. Voilà. Merci beaucoup. Alors, hier, une étude est parue, elle a été produite par l'Institut Havas pour la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, et elle montre que 84,9% des investisseurs internationaux sont optimistes pour la croissance de l'Afrique. Alors, est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, Anthony ? Alors, l'optimisme est de rigueur, parce que le contexte est difficile, il est challengeant. Ce que je vois de mes autres expériences, parce que moi je suis rentré, j'ai eu un parcours assez classique, je suis rentré en 2006 dans des grosses compagnies comme Microsoft ou comme SAP, et toutes mes expériences au sein de ces entreprises ont été des expériences où sur 5 ans on avait une multiplication par 6, par 7, par 8 du chiffre d'affaires. Donc on voit que ceux qui investissent, on voit les success stories, donc ça rend optimiste, ça rend positif. On voit un peu moins les échecs, mais ils existent aussi. Mais cette lisibilité des success stories et des réussites nous font penser qu'il faut être positif. Olivier, l'histoire de Niskip, elle est encore plus remarquable peut-être parce qu'on en parlait tout à l'heure avec les deux fondateurs. C'est une start-up qui naît en Martinique, qui s'implante en Europe et qui maintenant attaque le marché africain. Vous partagez cet optimisme de l'étude ? Alors, tout est relatif. Je pense que ça fait des années que l'Afrique est un terrain propice au développement et à l'investissement. Mais le contexte mondial dans les pays dits développés pousse les acteurs à aller chercher des parts de marché, à aller chercher de la croissance. Et c'est aujourd'hui en Afrique que tout le monde se dirige parce que le terrain est un peu vierge et ouvre en fait de nombreuses potentialités pour justement avoir des BU rentables. Uniskip, pour répondre à la première question, est né en Martinique, mais pour l'Afrique. Donc il y a eu un vrai travail de fond
pour construire quelque part la base de cette entité. Et à partir du moment où il a fallu toucher du doigt des produits destinés en fait à l'ensemble des citoyens des pays sur lesquels nous sommes présents, nous avons pris le temps dans ces pays de comprendre, de faire nos testings dans ces pays et de concevoir en recrutant de manière locale les équipes qui nous ont permis aujourd'hui d'être à côté de vous. Merci beaucoup. Eric, justement, l'optimisme pour l'investissement en Afrique, c'est une intention que vous partagez? Alors, oui et non, évidemment, enfin, comme tout le monde, hein, je perçois qu'on a tous des nuances là-dessus, mais la croissance, c'est du capital, du travail, des facteurs de production. Le travail, aujourd'hui, on a une démographie en Afrique qui est très importante. On a aujourd'hui 1,3 milliard sur le continent. En 2050, on sera 2,2 millions, 2,2 milliards. On a évidemment un rattrapage de croissance qui va arriver nécessairement, mais on a encore un certain nombre de freins à cette croissance. Et mon sentiment, c'est que le frein, il est double. Le premier, c'est d'abord une faiblesse des États africains. Alors en général, après on peut discuter des États particuliers, mais une faiblesse des États africains, de l'administration en particulier, de la règle de droit, et je vais y revenir, mais également, je dirais, de la motivation des élites publiques. Les élites privées en Afrique, et c'est aussi un des éléments qui est extrêmement réconfortant, c'est qu'on a aujourd'hui des classes moyennes, plus que les classes moyennes, des entrepreneurs, des gens qui se bougent et qui sont également disruptifs, c'est-à-dire qui partent d'une situation dans laquelle on a un manque d'infrastructures et qui dépassent ce manque-là. Donc on a, parmi les facteurs de production, on a des éléments positifs, mais on a quand même une masse de population, enfin une démographie importante avec une jeunesse importante qui débarque sur le marché du travail et qui n'a pas nécessairement de travail. Et donc ça, pour arriver à ce que le capital arrive et reste en Afrique et que se transforme en production, il faut sans doute faire un effort sur la règle de droit et faire un effort sur tout ce qui est formation. Ça veut dire qu'il faut passer une étape, celle de l'optimisme, aller vers le réalisme? Oui, c'est-à-dire, moi, l'optimisme en Afrique, ça fait des décennies qu'on en parle. Donc, mais c'est vrai qu'on sent aujourd'hui un changement dans le tissu économique qui fait qu'aujourd'hui, ça devient vraiment crédible. Ça devient crédible, mais alors, ça arrivera, mais ça arrivera plus ou moins vite et plus ou moins bien en fonction des efforts qui seront faits à la fois en interne et en externe. Donc il y a une forte attente en fait sur la partie publique de votre part en termes d'investissement, sur l'organisation publique? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Évidemment, d'un point de vue africain, national africain, on attendrait des États qui aient peut-être un peu plus de continuité dans les politiques de développement qui sont faites, qui existent. On a des programmes d'investissement, mais derrière, après, quand il s'agit d'attirer les investisseurs sur des projets, ça coince assez souvent. Ou en tout cas, ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite parce qu'on a des fonctionnaires qui sont éduqués, mais qui, je dirais, n'ont pas toujours nécessairement le sens de l'État, parce qu'on a des institutions financières internationales qui ont aussi un cadre de vision très précis, qui parfois ne colle pas au projet tel qu'il pourrait émerger localement. Donc c'est tous les acteurs qu'il faut essayer de faire bouger. Et là-dessus, je dirais que on peut avoir deux approches. Soit on a une approche en disant un peu contraignante avec des institutions internationales qui vont se mêler un peu plus de la gouvernance des pays nationaux, ou on a une approche peut-être plus à partir du marché, dans lequel le vecteur important, c'est avec le droit. Si on a des règles de droit qui sont claires et la capacité de comprendre les règles et de savoir qu'en cas de violation, elles sont sanctionnées, le marché peut faire son boulot, le capital peut venir, etc. etc. Donc c'est un peu les deux piliers, c'est le droit d'un côté et peut-être un meilleur effort, peut-être soutenu par l'extérieur en matière de gouvernance. Merci. Après, je peux entrer dans le détail, mais on n'a pas le temps. Anthony, vous avez fondé votre entreprise ST Digital. Justement, la fondation, ça a été compliqué? Si on fait référence à ce que disait Eric Diamantis? Oui, bien entendu. Je pense que la problématique de l'investissement, c'est d'abord une problématique de la gestion du risque. C'est quelle est ma capacité à évaluer le risque sur un marché tel quel. Déjà, l'information est très fragmentée. Les études de marché sont peu disponibles, sont difficiles à faire. Donc, ce premier niveau d'information, on va dire,
standard et peu existant. Le deuxième niveau d'information, il est celui des acteurs. Et là, on va avoir des acteurs qui sont dans un environnement très fragmenté. Donc, si je prends par exemple l'activité que nous faisons, nous vendons aux grands comptes et au secteur public. Si j'essaye d'avoir une analyse verticale en disant le secteur des banques, dans un même environnement, je vais avoir une banque qui est une microfinance ou une banque locale avec des pratiques locales peu informatisées. Et puis, je vais avoir en même temps la Société Générale France qui a aux standards internationaux. Donc, le vertical bancaire ne veut rien dire dans cet environnement-là. Donc, du coup, il y a tous ces biais d'information en permanence. L'information légale sur me tourner vers des acteurs publics qui vont m'aider, m'accompagner dans mon projet est aussi difficile. Donc la principale difficulté à laquelle nous on a été confrontés en début d'investissement, en lancement d'entreprise, c'est cette gestion du risque. Comment je mesure mon risque dans 8 mois, dans 12 mois, dans 24 mois? Comment je fais une prévision de vente? Comment j'assume ces éléments-là? Donc et ça me permet de revenir au premier point, l'optimisme et de rigueur. Parce que forcément, à un moment donné, on va prendre des décisions sans avoir le bon panel d'informations nécessaires ou suffisant. Et c'est ça qui est difficile au début. Donc du coup, sur le début, c'est de l'auto-investissement. Et cette absence d'informations financières et cette difficulté de gestion du risque fait qu'il y a peu d'accompagnement bancaire. Les questions que vous posez, les banques se posent les mêmes questions. Et du coup, reposent les mêmes questions de garantie. Donc du coup, beaucoup d'investissements se font en auto-investissement. Nous, on s'est lancé sur un auto-investissement, sur du family and friends, comme on dit. Et derrière, à partir du moment où on a pu acquérir une certaine crédibilité sur le marché, là, on a pu prendre un peu de dette. Et maintenant, c'est à partir de là qu'on peut maintenant lancer des processus de levée de fonds. Vous voyez, donc tout est beaucoup plus dur pour un entrepreneur dans cet environnement où il y a peu d'informations et beaucoup de risques. Alors juste une chose, je vais vous demander à tous les trois de tenir votre micro bien près de votre bouche parce que c'est important, sinon l'ingénieur du son ne va pas y arriver. Anthony, c'est ce qui vous a conduit à créer un club de Business Angels? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai vécu. Nous, on est en ce moment dans tout ce qui est digital et numérique, dans une vraie dynamique. Et pour que cette dynamique soit porteuse, il faut un écosystème. Et cet écosystème, il doit être constitué aussi de Business Angels. Au niveau du club d'investisseurs que nous formons, l'idée c'est de dire, moi j'ai une information parce que je connais bien ce secteur-là et ça m'intéresse d'investir dans cette start-up et je la partage avec mon collègue investisseur. Et lui aussi, il a un niveau d'information complémentaire. Et ça nous permet, en étant ensemble, d'avoir une meilleure lecture des dossiers, une meilleure analyse des dossiers. Et c'est au moins une source de financement supplémentaire pour ces startups qui vont avoir du mal à se tourner vers les banques. D'autant que dans cette activité de service, il n'y a pas de garantie, il y a peu d'actifs. Donc du coup, le club est intéressant. Là, on fait des tickets à entre 20 000 et 80 000 euros en se mettant ensemble. Et ça permet non seulement d'avoir ce financement-là, mais aussi une forme de coaching de nous qui sommes passés par toutes ces épreuves-là. Olivier, vous, Uniskip, c'est d'abord développé en Europe avant d'aller en Afrique. Justement, quand vous êtes allé en Afrique, est-ce que vous avez rencontré les freins dont parlait Eric ? Alors, moi, j'écoute avec beaucoup d'attention et je me dis, bon sang, mais j'ai beaucoup de chance. Je suis un chanceux. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir 2 associés qui ont injecté et qui nous ont permis de nous développer. Ensuite, on est arrivé en Côte d'Ivoire, on a l'État qui s'est associé à nous pour nous aider à recruter des jeunes et qui nous accompagne dans le financement de 1000 emplois jeunes pour pouvoir avoir une force de vente sur le terrain. On est allé au Congo et on a le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi qui nous ont accompagnés également pour avoir 4500 jeunes. On a signé les statuts de la société au Congo dans les bureaux du ministère des Finances parce que notre avocat est venu nous rejoindre pour le faire. Moi, je dis, c'est simple. C'est très simple. Alors peut-être que je suis dans un prisme où je suis orné mais le sentiment que j'ai en écoutant, c'est que ce que je vis en Côte d'Ivoire, ce que je vis au Congo, ce que je vis au Mali, c'est beaucoup plus simple. On ne s'est pas développé en Europe dans un premier temps. On a créé notre core banking system en Martinique. Et on a pris le temps de le financer. On a été accéléré au Luxembourg par The Loft, qui nous a accompagnés pour la maîtrise des tenants aboutissants d'un core banking system. Une fois qu'on a fait tout ça, on est arrivé en Côte d'Ivoire. On a eu les bons réseaux aussi, parce que je pense que le risque, c'est le réseau.
plus le réseau est dense, plus le réseau est de qualité, plus on arrive en fait à construire des choses. Mais il est sûr que si on arrive pour monter une entité et qu'on n'a pas le réseau solide à nos côtés, en Afrique, là ça devient difficile. Bon, nous on a eu de la chance, on a réussi finalement, là je parle avec du recul, hein, parce que je pense qu'en anticipation c'était peut-être pas forcément aussi clair, mais avec le recul on est extrêmement entouré et ça nous a permis de contractualiser avec la Poste de Côte d'Ivoire pour bénéficier de leur réseau physique. Ça nous a permis de contractualiser avec des acteurs locaux solides pour aussi associer notre crédibilité. Hein, j'ai entendu le terme crédibilité. Et aujourd'hui, on est en route finalement pour finaliser la validation de nos hypothèses sur d'autres territoires qui seront des territoires maîtres, nous permettant de nous développer sur l'ensemble des pays en voie de développement pour lesquels nous avons des targets évidents de développement. Alors justement, vous parliez des zones sur le continent africain. Alors longtemps, on a vu que c'était la Côte d'Ivoire et le Kenya qui tiraient les investisseurs sur le continent. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les régions d'intérêt sur le continent africain? Anthony? Alors nous, on a ce prisme. Tout à l'heure, je prenais l'exemple le marché africain est un marché fragmenté. Donc une exigence souvent est d'être sur plusieurs pays. Parce que être sur plusieurs pays permet de créer une taille de marché suffisante en la faisant composer des fragments qui sont notre cible. Là, j'ai donné l'exemple, par exemple, du secteur bancaire où on a des différentiels opérationnels très forts entre deux banques l'une à l'autre. Donc, si on est sur un fragment d'une banque avec plus de déficit opérationnel, il faut qu'on en retrouve plusieurs. Donc, il faut être sur plusieurs pays. Donc, aujourd'hui, nous, on est en recherche de personae. Donc, on a défini des personae types dans nos clients et dans nos cibles. Et on recherche les pays où il y a ce type de personae. Donc, on va travailler beaucoup sur l'Afrique francophone parce qu'on a un alignement en disant, en apportant du cloud, en apportant une valeur de services informatiques aux standards internationaux. On va avoir beaucoup de sens sur ça. Mais les plus gros pays ne sont pas les plus faciles. Notre division au Togo se porte mieux que celle de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un pays qui nous a intéressé, malheureusement l'activité politique est difficile, c'était la Guinée-Conakry, parce que ce sont des pays qui sont avec des tailles de population, des niveaux de croissance et une volonté de maturation. Donc là aussi, j'inviterai tout investisseur à prendre du recul sur le potentiel économique réel des cibles, parce que on va avoir le défaut de parler d'Afrique alors qu'elle n'existe pas. C'est un cumul de pays avec des réalités très différentes sur lesquelles il faut avoir une analyse, je reprends le terme, par fragment et par ciblage très précis. Le point commun, c'est cette exigence d'être agile et d'avoir un modèle régional. Olivier? Alors, tous les pays du continent africain nous intéressent. Notre analyse, on parlait d'analyse de marché, étude de marché tout à l'heure, elle se base sur... je vais prendre un exemple. Quand on prend une carte bancaire aujourd'hui, on la met dans un TPE et on rentre son code secret quasiment dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que l'acte, l'usage, pour payer avec une carte bancaire, fait fi quelque part des schémas culturels. Ça, c'est ce que nous cherchons. Dans beaucoup de pays, on a des problématiques qui sont de l'ordre du transfert d'argent, du paiement, de l'épargne, du microcrédit. Ces problématiques, en fait, qu'on parle anglais, qu'on parle français, à partir du moment où on est dans un pays qui a un faible taux de bancarisation, on a les problèmes. Donc, on essaye dans nos analyses et dans la construction de nos produits de faire fi de tous les schémas culturels et de regarder en fait ce qui lie en termes de pain, en termes de problématiques, l'ensemble des pays sur la zone sur laquelle on veut aller. Et là, on s'intéresse à la résolution de ces problématiques en travaillant sur des solutions qui vont entraîner un usage qui va faciliter et qui va résoudre en fait cette problématique. Donc, notre seuil, c'est la population. À partir du moment où un pays a une population trop faible, on n'arrivera pas à avoir un seuil de rentabilité suffisamment important pour avoir la capacité de nous développer et d'apporter nos solutions. Aujourd'hui, dans tous les pays d'Afrique, et on prend des exemples comme Haïti, Haïti c'est une île hors d'Afrique mais qui a les mêmes stigmates, les mêmes problématiques. Tous ces pays où le transfert d'argent est massif et tous ces pays où les acteurs de mobile money, les telcos qui font usage de banques sont présents, c'est pour pallier un manque. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller résoudre ce manque. Parce que la masse nous intéresse,
plus que les élites. Mais si on répond quelque part aux problèmes de la masse, on répondra aussi aux problématiques des élites. Eric, dans votre activité de conseil, vous conseillez des États et des entreprises. Hein. Justement, est-ce que vous ressentez une bascule sur le territoire de la demande auprès de vous, puisque vous travaillez sur des gros dossiers, hein. On parlait avant votre arrivée du terminal de cargo à Lomé ou de la République islamique de Mauritanie avec laquelle vous avez travaillé. Est-ce que votre champ de clients est en train de changer? Ce qu'on constate, et c'est vrai pour tous les cabinets d'affaires européens et africains, c'est que l'activité juridique en Afrique est en pleine croissance depuis 5-10 ans. On a vraiment une montée en flèche qui correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un besoin. La Banque africaine de développement a évalué les besoins en infrastructure jusqu'en 2025 à hauteur de 170 milliards par an sur le continent, avec un gap de 200 milliards. Donc on a un gros retard à faire. Et donc, évidemment, comme pour les autres qu'on a évoqués, il y a un appétit des investisseurs, surtout dans une situation dans laquelle il y a beaucoup de liquidités dans le monde. Donc il y a un appétit des investisseurs pour aller construire des infrastructures en Afrique. Donc on a du boulot, on n'est pas les seuls. Les équipes Afrique dans les cabinets sont aujourd'hui quelque chose qui sont assez valorisés, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a quelques années. Donc la réponse est oui, il y a un vrai appétit. Après, c'est quand même, et encore une fois, je pense que vous avez raison de faire la distinction. Olivier, infrastructure, c'est pas tout à fait le même business que de travailler dans l'IT ou les choses un peu plus mobiles qui correspondent à des besoins immédiats, à relativement moyen terme ou court terme, et avec des clients pour partie privée. Sur les infras, on est sur des trucs de long terme avec du risque et avec comme contrepartie les États africains. Donc on n'est pas tout à fait sur les problématiques de risque justement. Mais donc il y a une grosse demande, mais c'est des projets qui prennent du temps. C'est des projets qui prennent du temps parfois parce que les études ne sont pas toujours très bien faites. Pour avoir le soutien financier des institutions financières internationales comme la Banque mondiale, la BEI, etc., il faut prouver que le projet est bankable. Et on peut s'interroger sur ce concept parce que un projet peut ne pas être très rentable en matière de cash flow, de retour pour l'actionnaire, mais il peut avoir des effets externes importants qui à terme vont aider au développement du pays. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a peut-être un petit travail culturel à faire de la part de la Banque mondiale et d'autres institutions pour essayer de mieux appréhender la valorisation des projets qui leur sont soumis. Donc ça, c'est peut-être un truc à faire progresser. Donc il y a... on a des projets qui mettent longtemps à se faire, et en contrepartie, par les schémas traditionnels, et en contrepartie, on a par exemple des nouveaux acteurs comme la Chine qui arrivent en disant, bah voilà, vous voulez un pont, une autoroute, pas de problème, moi je vais vous le faire, je vais mobiliser mes entreprises, je vais le faire en 1 an, 2 ans, 3 ans, et en contrepartie, vous allez me payer en nature. Et là, on a des choses... C'est pas en soi inintéressant. Hein. Après tout, le pays a un besoin. Si le besoin peut être satisfait par des schémas autres que ceux auxquels on est habitué, pourquoi pas? Mais après, il faut voir que ces contrats se font évidemment sans appel d'offres, hors concurrence, avec des entreprises qui, si pour des raisons ou une autre, le cours du minerai qui a servi à garantir le contrat chute, et où on trouve d'autres opportunités, c'est moins intéressant. Il y a des problèmes de construction, on peut se retrouver, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, avec une autoroute à moitié finie, avec des entreprises qui sont parties, etc. etc. Donc, encore une fois, on revient à la question de la gouvernance. Il ne faut pas exclure des schémas de financement a priori, mais il faut s'assurer qu'à chaque fois, ils correspondent véritablement à l'intérêt du pays. Alors, on parlait des pays attractifs et l'étude dont je vous parlais, qui a été commandée par la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, identifie le Rwanda, l'Éthiopie et le Nigeria. Est-ce que pour vous, c'est incongru ou est-ce que c'est logique finalement? Olivier. Le Rwanda est un beau pays qui a vécu des moments douloureux, mais qui a été repris en main.
Et la reprise en main, elle est indispensable pour fixer un cap, une vision. Et les pays d'Afrique, ou tous les pays en voie de développement, hein, parce qu'on fait un focus sur l'Afrique, mais tous les pays en voie de développement ont besoin d'une vision, d'un cap et d'un plan stratégique. Et je pense que, en tout cas pour faire un focus sur le Rwanda, il y a eu en fait un cap, une vision. Et aujourd'hui, il est sûr que tout investissement est plus sécurisé sur ce territoire. Et en plus, on est sur un pays à consonance anglophone, donc qui ajoute quelque part un intérêt d'efficacité que n'ont peut-être pas forcément certains pays francophones. Anthony, la dualité continent francophone, continent anglophone, c'est une problématique qui se pose dans les affaires? Oui, c'est une problématique. Le culturel est une problématique et le culturel est une opportunité. Là encore, je prends un peu de recul. Il y a une vision macro qui est au niveau gouvernemental, stratégique des grands organismes, qui est très différente de la vision de l'investisseur ou de l'entrepreneur. Le contexte, c'est vrai, est important, mais quel est mon spectre d'action et mon rayon d'action? Peut-être que je peux être plus efficace en Centrafrique qu'au Nigeria. Donc, je pense qu'il faut revenir au niveau de l'investisseur quand on fait cette réflexion-là. C'est vrai qu'il y a une tendance, il y a des effets des États, mais on voit très bien que la Côte d'Ivoire est restée solide pendant la guerre. On voit très bien qu'il y a une croissance constante de tous les pays d'Afrique francophone. Donc la dualité pour moi, ou la différence et l'opposition, elle est beaucoup plus culturelle. On voit beaucoup de gens partir sur les zones anglophones parce qu'il y a une relation à l'investissement différente. Ça va beaucoup plus vite, les prises de décision sont plus rapides. Il y a un vrai respect sur toute la partie légale et juridique, un peu plus d'état de droit et un peu plus de respect de l'engagement et de la partie contractuelle que dans la partie francophone. Donc il est naturel que les perspectives de développement et de croissance soient plus importantes dans ces pays-là. Mais au niveau de l'investisseur, il faut chercher là où le besoin rencontre son offre et là où on est le plus pertinent. Et là, j'invite beaucoup de gens à prendre du recul s'ils sont en décision d'investissement sur le potentiel réel du marché pour eux. Nous, on souffre, on a toujours souffert, et j'aime beaucoup cet exemple parce que je connais très bien la Côte d'Ivoire, j'y ai vécu, mais aujourd'hui, on a des taux de croissance à plusieurs chiffres. On a doublé, certaines années triplé notre chiffre d'affaires, mais jamais on l'a fait sur la Côte d'Ivoire. C'est un marché. Voilà, et donc voilà. Donc, moi, je prends beaucoup de recul par rapport à ce potentiel marché. Je suis plus dans la vision culturelle, l'alignement culturel, les valeurs de l'entreprise et de la projection, parce qu'il faut trouver un alignement culturel. J'aime cette citation qui dit la culture a mangé la stratégie au petit déjeuner, parce que si on a la meilleure stratégie du monde, si on est dans un environnement culturel complètement opposé, en réaction à ce qu'on veut faire, ça ne marchera pas. Donc pour l'investisseur, il faut s'aligner sur le culturel, il faut s'aligner plus que sur le macro et l'environnement. En tout cas, c'est plutôt une expérience. Eric, vous parliez tout à l'heure de l'arrivée de la Chine comme investisseur et bâtisseur en Afrique. On est réunis ici en France parce que ça a été un interlocuteur privilégié de longue date et historique du continent africain, mais aujourd'hui, ils ne sont plus les seuls. Il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a la Chine. Comment vous voyez justement cette évolution par rapport au continent africain de ces nouveaux investisseurs qui arrivent sur le continent? Je la vois d'abord de manière positive. Je considère que le continent africain n'est la chasse gardée de personne. Donc pas des Français, pas des Chinois. Et donc le fait qu'il y ait plus d'argent et plus d'investisseurs qui s'intéressent aux pays africains est une chose qui est évidemment super positive. Après, évidemment, comme je mentionnais tout à l'heure, des États qui sont parfois un peu fragiles dans certains pays, je dirais... alors, je fais un pas en arrière. Si on a une lecture un peu marxiste, le culturel suit le rapport de force économique. Et pendant des décennies, le modèle dominant
culturellement, était celui porté par les Occidentaux. Donc un modèle de capitalisme, un modèle d'état de droit et un modèle, on va dire, de respect de la norme, etc. Et donc on a eu, même si la réalité était différente, on avait quand même, en termes de promotion de valeurs, des valeurs de transparence, de lutte contre la corruption, etc., etc. Et avec le changement de rapport de force économique à l'échelle mondiale et la montée en puissance de pays comme la Chine, même le Moyen-Orient, la Russie, on a des valeurs différentes qui émergent sur la scène. Et donc on voit quand même que, alors je ne dis pas que la corruption n'existait pas avec les Français ou les Européens évidemment, mais il y avait des contraintes internes en France, aux États-Unis, qui faisaient que c'était devenu beaucoup plus risqué pour les sociétés nationales françaises ou américaines de faire ce qu'elles ont pu faire par le passé. Enfin, je rappelle qu'il y a 40 ans, il y avait un bureau spécialisé au ministère des Finances pour enregistrer les bacs chiches. Donc, ces problématiques-là, ces contraintes-là, elles ne s'appliquent clairement pas aux Chinois, elles ne s'appliquent clairement pas aux Turcs, elles ne s'appliquent sans doute pas aux Indiens non plus. Donc, on a donc de nouveaux acteurs, ce qui est une bonne chose, mais avec eux arrive aussi un risque de déstabilisation d'États qui sont encore faibles. Et donc, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'en termes de... Enfin, plusieurs choses d'abord. Deux trucs. D'abord, comment est-ce que les Européens ou les Français peuvent se positionner face à cette nouvelle donne? Mon sentiment, c'est que l'Afrique et l'Europe a une histoire commune et une géographie commune, avec plein de mauvais côtés, mais aussi des bons côtés. Et notamment, je pense pour les Français, il y a la langue, la francophonie, qui est un élément, un lien culturel important. Mais je pense que les Français, enfin, encore une fois, si on fait une petite parenthèse, je vais être rapide, mais la manière dont la France faisait des affaires en Afrique, c'était vraiment des grosses entreprises françaises qui suivaient le président et qui allaient négocier des contrats. C'est fini, ou c'est en voie d'être fini. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire si on est une boîte française qu'on veut travailler en Afrique, mon sentiment, c'est qu'il faut se dire qu'est-ce que je peux apporter à l'État dans lequel j'arrive. Et donc, non pas nécessairement vendre, mais produire, faire le joint venture, trouver les bons partenaires, trouver sa place dans la chaîne de valeur, produire localement et réexporter, mais ça veut dire aussi former, ça veut dire créer une relation de long terme qui bénéficie au pays. C'est facile à dire, c'est pas nécessairement facile à construire, mais je crois que c'est vraiment ça que les Français et les Européens doivent essayer de faire face à des Chinois qui arrivent avec beaucoup d'argent qu'on n'a plus, des mallettes qu'on a moins. Et si on veut se différencier, il faut créer ensemble une histoire économique commune entre des pays européens et des pays africains. Et je pense que c'est possible. Après, le deuxième truc sur la question comment est-ce qu'on travaille dans un pays, je pense que vous l'avez bien dit, Anthony, il faut se faire son réseau localement, c'est super important, parce que si on arrive à comprendre ce dont le pays a besoin, à trouver les bons partenaires locaux et à faire de sorte que tout le monde intéresse que le projet se fasse et dure, et ben ça durera nonobstant les changements politiques. C'est-à-dire que oui, on a parfois des élites qui sont désintéressées du sort économique des populations, mais il ne faut pas oublier que l'emploi n'est pas seulement un sujet économique, c'est aussi un sujet politique. C'est un chef d'État, aussi corrompu qu'il puisse être, ne peut pas se désintéresser complètement de sa population. Et des entreprises qui arrivent à créer de l'emploi local et à créer la valeur localement, elles auront toujours un rapport de force qui ira à leur avantage. Alors justement, je vais m'adresser à Anthony et à Olivier plus particulièrement parce que à l'horizon 2030, ce sont les infrastructures, l'agriculture et les technologies de l'information qui vont mobiliser les investissements. Mais pour pouvoir satisfaire cela, et Olivier, vous y avez été directement confronté en Côte d'Ivoire, il faut assurer la formation. Est-ce que ce n'est pas un des enjeux majeurs du continent africain pour les 10 ans à venir ? Alors oui, je pense que c'est un enjeu majeur, mais c'est un enjeu majeur dans le monde, la formation. La formation, l'éducation, l'accompagnement, c'est indispensable.
On a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Congo, au Mali, des collaborateurs qui sont d'un grand niveau. Par contre, ils ont besoin de tout ce qu'on est capable de leur apporter. Nous avons fait le choix, nous, de recruter véritablement localement. En Côte d'Ivoire, nous recrutons des commerciaux, des agents administratifs, des managers ivoiriens. C'est important. Les commerciaux qui vont distribuer des produits à Adjamé ou au marché d'Adjamé sont d'Adjamé. Ceux qui seront à Korogo sont de Korogo. Ça, c'est important parce que dans le schéma culturel, la relation à l'autre, la notion de crédibilité de l'infiniment petit, elle est importante. On a un schéma de filiation en Afrique qui n'existe pas en Europe, qui n'existe pas aux États-Unis. On a les tontons, on a les tantis, on a les grands frères, on a les mamans, on a les tontons. Ils sont importants, les tontons. Et aujourd'hui, ce qu'on dit à nos commerciaux, c'est que quand vous communiquez avec un interlocuteur, il faut que vous soyez un petit peu le grand frère. Parce que si vous n'êtes pas le grand frère, vous ne pourrez rien lui apporter, vous ne pourrez rien lui apprendre. Et tout ça, c'est véritablement, en tout cas dans la manière de faire, dans la manière de communiquer, dans la manière de les former, c'est essayer d'apporter tout le caractère local pour permettre de passer un produit à forte connotation sociale. Donc oui, la formation, c'est essentiel. D'ailleurs, nos commerciaux, un jour par semaine, sont au bureau. Et au bureau, en fait, ils ont des cycles de formation sur le développement personnel, sur les techniques de vente, sur la programmation neurolinguistique, sur la process communication. Donc tous ces éléments, en fait, dans l'échange des uns aux autres, est important parce que quand on communique, on a un émetteur, un récepteur, et puis des deux côtés. Donc pour trouver les bons canaux, c'est pas simple. Anthony, vous, dans votre activité, je rappelle que vous avez fondé ST Digital qui est spécialisé dans le conseil en transformation digitale. Justement, cette technologie-là, ces nouvelles technologies, est-ce que vous trouvez les formations adéquates qui vous permettent de satisfaire vos besoins d'embauche? Alors, nous, on a eu on a pris le point de la formation pas comme un problème, mais comme une opportunité depuis le début. Ça veut dire que dès la base du business model, on a intégré l'idée d'une STD University interne, où on va prendre des jeunes les mieux notés des écoles. On va essayer de faire dès le début du gender equity, donc prendre aussi un équilibre homme-femme à l'intérieur des équipes. Et ça nous permet d'avoir des gens jeunes qui sont sur un programme où on les fait passer d'un pays à l'autre et d'avoir une espèce de ressources internes. Donc on a tourné ce point qui était un problème en opportunité. Ça nous permet d'avoir des gens brillants qui ont la culture d'entreprise, qui sont, de par leur jeunesse, aussi à un coût très raisonnable. Donc tout de suite, pour nous, la formation est une opportunité. C'est un marché où l'emploi est rare. Donc mettre des conditions de travail intéressantes permet aussi de mobiliser les plus hauts potentiels, souvent beaucoup plus hauts que ce qui serait permis pour une entreprise de notre taille en Europe. On n'aurait pas les moyens d'avoir des gens aussi brillants. Donc c'est une vraie opportunité, la formation. Maintenant, elle nous pose un problème. C'est là, je suis sur cette dernière année à plusieurs collaborateurs qui émigrent au Canada. Parce qu'une fois qu'ils ont des diplômes brillants, il y a une volonté donc du coup, c'est les pays africains qui payent la formation à l'immigration. Donc aujourd'hui, le problème que j'ai dans mon cycle où j'ai internalisé, investi sur la formation, c'est plutôt la sortie des équipes vers des choix d'immigration. Mais après, à un niveau individuel, tu peux que être content de voir quelqu'un qui réussit à faire un parcours international, même s'il part de tes équipes. Donc du coup, c'est un peu une réponse mitigée sur cette expérience de la formation. C'est la rançon de la gloire, on va dire, et de la qualité de la formation. Oui, exactement. Éric, vous parliez tout à l'heure de la sécurisation du cadre juridique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un des grands enjeux, encore une fois, c'est pas la sécurisation tout court et la garantie de stabilité qu'il faut apporter aux investisseurs? Alors il y a des outils qui existent là-dessus. Il y a des outils financiers que la BPI propose notamment. Pas que, mais il y a également la BPI, il y a les garanties de risque d'assurance risque politique qui couvrent un spectre assez large. Il y a des instruments juridiques internationaux qui accordent un confort supplémentaire aux investisseurs par rapport à celui qui est octroyé par le droit local.
Il y a un réseau de traités bilatéraux de protection de l'investissement conclus entre des pays africains, pas que africains, dans le monde entier, mais notamment africains, avec d'autres pays qui donnent des garanties supplémentaires aux investisseurs en disant, en gros, je vous traiterai pas différemment de ce que je traite un national, je ne vais pas vous exproprier, je vous garantis une sécurité pleine et entière, je vous garantis un traitement juste et équitable, donc des garanties qui sont données en plus et qui, en cas de litige, vont être tranchées par un tribunal arbitral prévu par les traités. On trouve ce type de protection aussi, et je le précise parce que la France a, en dehors de l'Union européenne, signé à peu près 80 traités bilatéraux de protection de l'investissement, mais seulement 22 avec des États africains. Et on est sur une rémanence du passé dans lequel la France considérait qu'elle n'avait pas besoin de ça pour protéger ses entreprises. Mais aujourd'hui, donc, ça peut manquer lorsqu'on est un investisseur français et qu'on veut structurer son investissement en Afrique. Mais il y a des traités régionaux qui s'appliquent aussi. Par exemple, la conférence islamique mondiale qui regroupe un certain nombre de pays africains, a un volet protection de l'investissement qui offre des protections similaires. Donc, c'est un truc qu'on doit regarder lorsqu'on cherche à investir en Afrique. Et puis après, il y a évidemment les contrats eux-mêmes, où là, je dirais les choses qu'il faut regarder, c'est évidemment le droit applicable, parce que pays par pays, évidemment, c'est différent. Et là-dessus, effectivement, sur la complexité du droit, on constate quand même une différence entre les pays anglophones et les pays francophones. Mais il y a des pays dans lesquels le cadre juridique est incomplet ou pas précis. Et donc il faut faire attention à quel droit on choisit. Est-ce qu'on choisit un droit local, un droit étranger, et ça peut avoir des conséquences importantes. Je vais juste prendre un petit exemple, c'est que je sais pas si une clause pénale dans un contrat, c'est une clause qui va, en cas de violation du contrat, va entraîner l'obligation de payer une certaine somme à titre de compensation. Cette somme est fixée contractuellement. Mais le juge français, par exemple, a la possibilité de réduire la clause pénale, de réduire la sanction, de dire non, vraiment, compte tenu du peu de dommages réels que vous avez subis, je vais réduire ce truc-là. Il y a d'autres États, par exemple le droit marocain, qui ne le permettent pas, ou qui ne le permettaient pas. Et donc on a le choix dans un contrat d'un droit ou d'un autre a un impact juridique sur les rapports entre les parties. Il y a d'autres éléments aussi à avoir en tête, c'est la clause de règlement des litiges. Si on choisit d'avoir une clause de règlement des litiges avec un tribunal local, on est parfois un peu désavantagé. Si on choisit un tribunal arbitral, on peut rétablir l'équilibre. Mais si on choisit un tribunal arbitral dont le siège est dans le pays, ça veut dire que l'organe juridictionnel qui va s'occuper de savoir si la sentence a bien été rendue, c'est la cour d'appel du lieu. Et donc il y a il faut faire attention à 2-3 trucs quand on discute pour sécuriser son investissement. Alors justement, Olivier, qu'est-ce que vous pensez de la mise en place, la constitution de la ZECLAF, la zone de libre-échange continentale africaine? Est-ce qu'elle participe justement à donner une unité, alors pas encore juridique, mais à conférer une certaine unité aux échanges qui peuvent se produire en Afrique? Je pense que d'un pays à l'autre, avant ce dispositif, il y avait la possibilité de faire des échanges, parce que c'est une histoire d'homme avec un H majuscule. Tout à l'heure, on a parlé du réseau. Le réseau, aujourd'hui, reste essentiel en Afrique, quoi qu'on dise. Même finalement, dans le règlement de litige, à un moment, c'est une histoire d'homme avec un H majuscule. H majuscule, homme-femme. Il y a un moment, il faut se mettre autour de la table et être en capacité, finalement, de pallier à des manques, à des déséquilibres. Donc aujourd'hui, on le voit bien, tout à l'heure, il nous parlait justement de cette forme d'équilibre qu'il peut y avoir avec le schéma culturel, l'apprentissage schéma culturel. Bon, qu'on aille dans un pays ou dans un autre, on est obligé à chaque fois de tout reprendre de zéro. Aujourd'hui, que les textes de loi existent ou n'existent pas, il faut faire table rase de ce qu'on connaît, arriver comme un nouveau-né quelque part et prendre le temps d'apprendre et surtout de s'appuyer sur son réseau, parce que si on arrive en pensant savoir et en pensant s'appuyer sur des textes, on a de grandes chances en fait de tomber, quoi. Après on peut se relever, mais il vaut mieux pas tomber. Merci. Alors vous avez entendu, ça a sonné. Alors avant de finir, si vous avez des questions, on va en prendre quelques-unes, mais rapidement, dites-moi, levez la main et je viendrai vous voir si vous en avez.
conclure, qu'est-ce que vous diriez à un investisseur frileux pour le convaincre de venir s'implanter sur le continent africain? Quels seraient vos arguments? Bon, les moyennes de profitabilité brute sont plus élevées. Ça, c'est déjà un premier argument. Les choses peuvent être plus difficiles au début, plus risquées, mais de façon générale, la profitabilité est plus haute, tous secteurs confondus, hein. Je voyais sur beaucoup de statistiques, mes confrères qui font la même activité que moi, ils sont à 4-5 points de moins en termes d'EBITDA. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Après, le deuxième élément, ce sont les tendances globales. Je pense qu'on en a un peu parlé aujourd'hui. C'est qu'au niveau des tendances globales, les tailles de marché sont elles-mêmes en augmentation sur des marchés en croissance. Donc du coup, il y a un cumul de deux effets leviers qui sont intéressants. Donc je l'encouragerais à regarder ses intérêts économiques et à mesurer son risque et sa complexité pour y aller. Olivier? On parle souvent de time to market, c'est-à-dire que pour qu'un investissement réussisse, il faut qu'on soit au bon moment, avec le bon produit, sur un territoire. Sur ce territoire qui est large, hein, tout à l'heure j'ai entendu, bon, il n'y a pas d'Afrique, il y a plein de pays qui constituent l'Afrique, et on ne parle pas de l'Europe comme on parle de l'Afrique. Mais ce qui est certain, c'est qu'en Afrique, il y a des populations qui sont un petit peu délaissées, notamment on parlait du déséquilibre au niveau des États, et qui ont des besoins. Donc si aujourd'hui on prend en considération de manière simple, de manière sincère leurs besoins, et qu'on y apporte une offre, hein, on en a parlé tout à l'heure, on sera utile, et cette utilité générera du profit. Par contre, si on y va pour de la profitabilité, je pense que ça ne pourra pas marcher. Parce que les gens en Afrique ne sont plus prêts à acheter et à consommer n'importe quoi, comme ça a été depuis des années. Donc aujourd'hui, il faut juste se pencher sur les vrais problèmes, apporter ou essayer d'apporter de vraies solutions. Là, à ce moment-là, on sera utile et l'investissement sera réussi. Ça, c'est ce qu'ont fait mes investisseurs. Eric, pour conclure, le cadre juridique, finalement, il existe en Afrique. Il suffit de le connaître et de l'organiser de manière intelligente. Et à ce moment-là, on peut investir en Afrique de manière sécurisée. On peut investir en Afrique de manière sécurisée, mais effectivement, c'est peut-être un peu plus... La complexité n'est pas la même. En Europe, la complexité, c'est une survolance de normes. En Afrique, c'est parfois une insuffisance. Il faut savoir la compléter intelligemment par des discussions avec les gens, par une bonne compréhension des pratiques, et puis par des outils juridiques aussi. Mais sur la question du risque, on a un risque une perception du risque qui est très importante et qui, à mon avis, ne reflète pas, et donc qui se traduit par des marges importantes aussi, mais qui, à mon avis, ne reflète pas la réalité du risque. Elle peut le refléter dans certaines situations, mais si on structure son investissement de manière correcte avec les bons partenaires, je pense qu'on est très en deçà de ce niveau de risque et donc, du coup, avec une profitabilité largement supérieure. Écoutez, je vous remercie tous les trois d'être venus participer à cette table ronde. Et puis, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.